La coalition nigérienne des entreprises du secteur privé se mobilise contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Détail dans ce journal. Ensuite, dans cette édition, nous parlerons de la ville béninoise de Malanville, une ville cosmopolite où les Nigériens se trouvent bien intégrés. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition d'information. Tout d'abord, retenez que la réunion du Conseil national du dialogue politique CNDP, convoquée aujourd'hui pour examiner 4 points, dont l'information générale sur l'évolution du processus électoral en cours. L'opposition et la majorité n'ont pas pu s'entendre sur l'ordre du jour. Brigitte Rapini, président du CNDP, a suspendu les travaux. Réaction de la majorité et de l'opposition juste après la suspension. Le point sur lequel il y a un problème de terme, un problème d'interprétation. Et puis le président a trouvé la solution, le représentant de l'opposition a modifié. Bon, évidemment, il y a une partie de l'opposition, ils ont demandé à se concerter. Et comme le Premier ministre, le président du CNDP a d'autres engagements, il a suspendu pour leur permettre de se concerter. Et puis il reconvoquera en ce moment-là quand tout le monde serait sur le même point l'ordre du jour. On va revenir, on va débattre, il n'y a pas de problème. Le processus du travail s'est basé sur le consensus. Et depuis, ça fait 2 heures de temps, il n'y a pas eu d'entente sur l'ordre du jour. Parce que nous voulons que le CNDP fonctionne par rapport au décret qui le crée. Les réunions se font à la demande des groupements des partis politiques. Et c'est en plénière généralement qu'on amène les amendements nécessaires pour le faire. Cette fois-ci, on assiste à une autre démarche où on fait fi des demandes du groupe d'opposition pour vouloir imposer un ordre du jour qui n'a rien à voir à ce que nous voulons. Donc finalement, argument contre argument, il n'y a pas de consensus, je ne peux pas tirer la solution, parce qu'on n'arrive pas à trouver une formulation qui puisse faire le compromis. Nous voulons qu'ils reconduisent nos points d'ordre du jour. Eux, ils ont une formulation, ils veulent qu'on aille dans cet esprit de cette formulation-là. Donc il n'y a pas d'accord. Et comme on a dit, pour la chaise vide qu'on veut qu'on fasse, on ne le fera pas. C'est où il y a dialogue, il n'y a pas de dialogue. Depuis ce matin, d'un atelier de formation sur le traitement de l'information en période électorale. L'atelier destiné aux journalistes de l'audiovisuel vise à outiller ces derniers afin d'aborder le traitement de l'information avec plus d'objectivité. Compte rendu Nafis Zakou et Soumaïla Abdoulaye. Traitement de l'information en période électorale, c'est le thème de cet atelier de formation destiné aux journalistes de l'audiovisuel. Organisé par le Conseil supérieur de la communication avec l'appui technique et financier de l'ambassade de France au Niger et du projet REV. Occasion pour le conseiller de coopération de l'ambassade de France de revenir sur la collaboration entre le CSE du Niger et le CSA de France. La coopération française et le CSC travaillent de longue date. Je crois savoir d'ailleurs que le président du CSC entretient des relations régulières avec le président du CSA français, homologue du CSC en France, et que cette collaboration est de longue date et qu'elle s'appuie également en bonne coordination avec l'appui d'un certain nombre de partenaires techniques et financiers. On a ici l'Union européenne, mais également la coopération suisse, la coopération américaine, pour ne citer que. Dernier point, comme l'information ne s'arrête jamais, je sais que cette formation tombe sur la semaine de Tabaski et que la formation se poursuivra pendant les fêtes de Tabaski. Et donc je vous souhaite une excellente formation, mais également de très bonnes fêtes de Tabaski. Longue vie à la coopération franco-nigérienne et très bonne formation à tous. Procédant à l'ouverture des travaux de cet atelier, le vice-président du CSC a souligné les objectifs visés à travers cet atelier de formation. En période électorale, nous l'avons constaté, il y a une forte demande de couverture médiatique et de diffusion des messages par les candidats et partis politiques engagés dans les compétitions électorales. Ce qui expose les journalistes et les médias à toute forme de tentation, face auxquelles très souvent ils ne pourraient se soustraire totalement. Et pire, parfois ils pourraient se livrer à un traitement tendancieux et partisan des informations à diffuser. C'est pour réduire un tel risque que le CSC s'est doté d'un programme électoral dans lequel le présent atelier est inscrit. Les objectifs visés sont, entre autres, concilier le droit du public à l'information et les impératifs des élections.
préserver et renforcer la liberté de la presse, y compris en période électorale, accroître la responsabilité des journalistes dans le traitement de l'information, protéger les journalistes en leur indiquant les sources d'information crédibles et les moyens de recouper l'information, éviter l'exacerbation des velléités de conflits à travers les médias et enfin, renforcer les capacités des journalistes à traiter l'information relative aux élections. Cet atelier de 9 jours sera animé par un expert du Centre de formation et de perfectionnement des journalistes CFPJ de Paris afin d'atteindre les objectifs visés. Ensuite, la coalition nigérienne des entreprises du secteur privé se mobilise contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Ainsi, une rencontre a regroupé aujourd'hui les chefs d'entreprises du secteur privé, les représentants de l'ONU-SIDA au Niger et le gouvernement nigérien. Objectif, restituer et s'approprier le plan stratégique 2015-2017 de la coalition. Nafisa Adamou et Nasser Seydou pour le compte-rendu. Cette rencontre d'une importance capitale a regroupé les différents responsables du secteur privé engagés dans la lutte contre le VIH-Sida. Ils ont pour tâche la restitution et l'appropriation du plan stratégique 2015-2017 de la coalition nigérienne des entreprises du secteur privé contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Un plan dont l'ultime objectif est de supprimer le risque de propagation du VIH-Sida, objectif 0 de l'ONU-SIDA. Ce plan qui nous sera présenté tout à l'heure a été élaboré avec la participation des chefs d'entreprise à travers les visites et entretiens avec le consultant ONU-SIDA à l'étape de l'analyse situationnelle, avec l'implication des points focaux des entreprises et certains représentants du conseil d'administration, permettez-moi de citer Areva également informatique, lors de l'atelier de validation des 17 et 18 septembre dernier. Aussi, le plan qui vous sera présenté est en lien avec le plan stratégique national 2013-2017 de lutte contre les IST VIH-Sida et est un document d'orientation pour la coalition et les entreprises en matière de VIH-Sida. Et nous formulons le vœu qu'il soit utilisé pour définir les activités en matière de prévention, de prise en charge médicale et sociale de l'infection au VIH dans les entreprises d'une part, de coordination, de plaidoyer et mobilisation des ressources par la coalition d'autre part. Au Niger, la séroprévalence du VIH-Sida est passée de 0,7% en 2006 à 0,4% en 2012. Le secteur privé nigérien ne doit donc pas rester en marge de la lutte contre le VIH et du progrès déjà accompli, au vu non seulement des opportunités d'appui à la réponse nationale qu'offre ce secteur, mais surtout des menaces réelles que le VIH-Sida constitue pour lui. Il est donc important de préciser le rôle et les responsabilités du secteur privé au Niger dans la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Je souhaite qu'à l'issue de cette validation, vous vous engagez les uns et les autres, acteurs étatiques, secteur privé et partenaires techniques et financiers, à mettre effectivement en œuvre les actions contenues dans ces deux plans dans l'intérêt des populations nigériennes en général et des travailleurs du secteur privé en particulier. La mise en œuvre de ce plan sera primordiale pour ces entreprises du secteur privé car il leur permettra sans nul doute de corriger les conséquences médicales, psychologiques, socio-économiques, nutritionnelles et culturelles du VIH-Sida. Les Maliens célèbrent aujourd'hui le 55e anniversaire de l'indépendance de leur pays sous le signe de la paix et de la réconciliation. Pour célébrer cet événement, les ressortissants maliens vivant au Niger ont organisé ce matin au CCOG avec l'OIM une conférence débat sur la question de la paix et des migrations. Compte rendu Michel Deji et Cheb Guisso. C'est une conférence qui a permis d'entrer de jeu au Haut Conseil des Maliens d'éclairer les participants sur le dernier accord de paix signé entre les autorités maliennes et les mouvements armés de la partie septentrionale de ce pays. Que dit l'accord ? L'accord d'abord respecte l'unité et l'intégrité territoriale du Mali. Autrement dit,
le Mali ne sera pas divisé. Il n'y aura ni indépendance, ni fédéralisme. L'accord respecte également la forme républicaine de l'État. Autrement dit, le Mali demeure une république avec un hymne national que tout le monde connaît, Atonal Mali, une seule devise, un peuple, un but, une foi. L'accord respecte la forme laïque de la République. Autrement dit, personne ne sera obligé ni contraint à pratiquer une religion. Chacun est libre de pratiquer la religion de son choix. Ensuite, l'accord prend en compte le développement des régions du Nord, surtout des régions du Mali en général, mais en particulier les régions du Nord. 55 ans d'indépendance, c'est plus que l'âge de la maturité, d'où le choix de la paix et de la réconciliation comme thème de cet anniversaire. Le Mali vient vraiment de loin. Et je l'ai dit lors de la conférence, ce sont les diables qui nous ont attaqués. C'est cette armée libyenne qui a refusé de combattre pour Kadhafi, qui dans sa totalité a attaqué le Mali. Et c'était programmé, la disparition de la République du Mali. Mais Dieu est avec nous. Nous avons eu des amis qui ont su nous aider avec aussi la bravoure, le courage et la volonté du peuple malien. Les choses se sont passées autrement. Occasion mise à profit par l'OIM pour présenter la corrélation étroite existant entre la question de la paix et du développement et celle des migrations. De par sa position géographique, le Niger est devenu un pays d'origine, des transits et des destinations incontournables pour la plupart des migrants, les ressortissants du Niger ou du pays de la sous-région. Vous savez que les autorités nigériennes et l'OIM aussi, nous estimons que 120 000 migrants vont transiter par la région d'Agadez que dans l'année 2015. D'où l'importance de travailler ensemble pour mieux informer et sensibiliser ces derniers sur les risques de la migration irrégulière, les services de protection existants au Niger et les procédures administratives qui proposent des alternatives vers une migration sûre et informée. Ensuite, à 48 heures de la célébration de la fête de Tabaski, nos reporters Nasser Antofoué et Halid Brema se sont rendus dans quelques marchés de la ville de Niamey afin de se rendre compte des prix des moutons et autres accessoires qui participent à la grillade. Nous sommes à quelques heures de la fête de l'Aïd el-Kébir, ou fête des moutons. Plusieurs artères de la capitale changent de look, annonçant ainsi les couleurs de cette fête. Étalage des ustensiles de cuisson, les points de vente de bois, de chauffe et autres accessoires sont visibles partout. Les moutons, qui constituent l'essentiel de cette fête, sont également disponibles. Mais à quel prix? Tu vois, ces moutons-là, je les ai demandé à 125 000 francs, mais le revendeur n'est pas encore d'accord. Cette année-là, on ne comprend rien. Parce que dans ce pays, en principe, les choses ne devaient pas être chères. Et quand tu trouves un petit mouton, tu touches, on te dit 200 000. On n'a pas 200 000. Hein? Vous voyez comment la situation est dans le pays. Et puis, avec tout ça, là, beaucoup de parents ne peuvent pas fêter. Les revendeurs, eux, estiment qu'il y en a pour toutes les brousses. C'est vrai, le mouton coûte cher, mais on peut trouver quand même pour 60 000 francs, 80 et 100 000 francs, voire plus. Une fois la question de l'achat de moutons réglée, la deuxième inquiétude est l'acquisition du bois de cuisson qui se trouve être trop cher. Les bois aussi, quand tu viens, on ne peut pas. Est-ce que vous voyez? Donc ils n'ont qu'à essayer de voir les choses à la baisse pour que ça soit à la portée de tout le monde. Les bois coûtent très cher. On m'a montré un tas à 35 000 francs CFA. C'est pas comme l'année passée. Cette année, le bois coûte cher.
mais on fait avec la situation qui prévaut. C'est pourquoi vous pouvez trouver des tas de 10 000 francs, 5 000 et même pour 3 000 francs CFA. C'est devenu désormais comme une habitude au Niger. Les grandes fêtes sont des occasions pour les uns et les autres de s'enrichir en grimpant les prix de produits sur les marchés. Une situation qui relance le débat sur la cherté de la vie au Niger. En attendant, les Nigériens à faible pouvoir d'achat doivent prendre leur mal en patience et implorer le Tout-Puissant pour alléger leur souffrance. Par ailleurs, les rites du Hajj se poursuivent à la Mecque. Les pèlerins vont escalader le mont Arafat en principe demain mercredi, correspondant au 9e jour de ce mois. Il est recommandé donc aux musulmans d'observer une journée de jeûne demain, mercredi, à la veille de la fête de Tabaski. Maintenant, nous allons à la découverte de la ville de Malanville, une ville béninoise qui se trouve à la frontière Bénin-Niger. Quelle est la composition de la population de cette ville ainsi que ses atouts? Élément de réponse dans le reportage qui va suivre. Le Bénin et le Niger, voilà deux pays frères qui ont inscrit leurs relations dans une dynamique de coopération ouverte sur le développement mutuel. Le symbole de cette intégration se retrouve dans la ville béninoise de Malanville qui se situe à la frontière entre le Bénin et le Niger. La ville de Malanville, il faut le préciser, a été créée entre 1918 et 1919. Elle compte aujourd'hui 162 000 habitants répartis sur plus de 80 villages reliés à la commune urbaine de Malanville. Aussi convient-il de savoir quelles sont les principales ethnies qui composent la population de cette ville. Cette ville regroupe des sociétés multiculturelles dont la plupart partagent les mêmes marques sociales, à savoir la langue, la culture. Je crois, au niveau de la langue, c'est d'abord le Dendi, qui est un continuum dialectal du Songhai, Songhai. Donc, après ça, il y a à côté leurs cousins Zarma et ils ont le même continuum dialectal et ils forment la majorité de la population, disons les 3/5 de la population. La ville de Malanville est un point de passage qui favorise les échanges commerciaux interfrontaliers avec, au fond, le développement de l'agriculture favorisée par l'écoulement du fleuve Niger et l'existence d'une saison pluvieuse propice. Malanville ouvre beaucoup d'opportunités. Toute la population de la sous-région qui s'adonne au commerce se retrouve à Malanville. Que ce soit les Nigériens, les Maliens, les Togolais, les Béninois de la partie méridionale de notre pays, etc., etc. Et c'est autour du marché que beaucoup d'activités se sont développées. Dans la sous-région, nous avons une bonne partie des bas-fonds dont la nappe phréatique n'est pas très loin. Et ça permet la culture de l'oignon. C'est ça qui apporte beaucoup de choses. La ville de Malanville est cosmopolite de par la variété des ethnies qui composent sa population. De ce fait, la question qui vient à l'esprit, c'est de savoir comment les Nigériens installés à Malanville se comportent. Et la communauté nigérienne, c'est un environnement naturel. C'est les mêmes personnes. C'est les Songhai, c'est les Hausa, c'est les Zarma, c'est les Fulbe, c'est presque les ethnies les plus importantes au niveau du Niger se retrouvent à Malanville. Comme toutes les ethnies sont représentées, du Bénin sont représentées à Malanville. Il n'y a pas de problème entre nous, tout est naturel. C'est des parents, nous vivons en bonne intelligence. L'évolution de Malanville est aujourd'hui tournée vers le progrès, qui se matérialise par la mise en marche des postes de contrôle juxtaposés. Avec les postes de contrôle juxtaposés, on va créer de nouveaux emplois
c'est la chaleur humaine, c'est les liens sociaux que ça relance, c'est les liens sociaux qui sont construits, qui sont bâtis, qui sont entretenus et qui ramènent des gens qui ont le même ancêtre, qui ramènent les gens qui parlent la même langue et qui rappellent leur histoire pour qu'ils prennent conscience de leur raison d'être. C'est ça qui est important. Ça relance une fois encore le dialogue des territoires transfrontaliers. Toute ville aspire au développement et Malanville n'est pas en reste, surtout avec l'engagement pris par les autorités municipales de tout faire pour assurer le bien-être de leur population. Ce journal est à présent terminé. Merci de l'avoir suivi et je vous souhaite de passer une excellente soirée.